Quand on pense au droit, on imagine souvent un énorme livre de règles qui nous disent qu'on ne peut pas faire. Et si on voyait les choses différemment? Si on imaginait que le droit, c'est aussi une main de cartes que la loi nous distribue, des pouvoirs bien à nous qu'on peut utiliser au quotidien, eh bien c'est exactement ça, les droits subjectifs. Alors, concrètement, c'est quoi nos droits? C'est une question fondamentale. Parce que comprendre ces droits, ce n'est pas juste de la théorie juridique un peu abstraite. Non, c'est connaître les outils qu'on a à notre disposition pour acheter une maison, pour travailler, pour créer une entreprise, bref, pour vivre en société. Alors, explorons ça ensemble. Voici notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va définir précisément ce que sont ces droits. Ensuite, on verra qui peut les détenir. Puis, d'où ils viennent. Et enfin, on apprendra à les classer, à les organiser. Allez, c'est parti! Première étape, et sans doute la plus importante, c'est quoi un droit subjectif? Pour bien piger le concept, la meilleure astuce, c'est de le comparer à son grand frère, qu'on appelle le droit objectif. Ok, imaginez un jeu de société. Le droit objectif, c'est le manuel de règles, le même pour tout le monde. Par exemple, le code de la route. Il s'applique à tous les conducteurs, sans exception. Maintenant, les droits subjectifs. Eh bien, ce sont les cartes que chaque joueur a dans sa main et les coups qu'il peut jouer. Le droit de passer au feu vert quand il est de notre côté. Ça, c'est notre carte. Vous voyez la différence? On passe de la règle générale au pouvoir individuel. Attention, un droit subjectif, ce n'est pas juste un souhait ou une vague permission. Le détail qui change absolument tout dans cette définition, c'est la fin de la phrase, sous la protection de l'autorité publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller devant un tribunal pour le faire respecter. Ce n'est pas juste une carte qu'on a en main, c'est un véritable atout qu'on peut obliger les autres à reconnaître. D'accord, on a compris ce qu'est une carte. Mais qui sont les joueurs? Qui est autorisé à s'asseoir à la table et à participer à la partie? Qui peut détenir ces fameux droits? En fait, il y a deux types de joueurs. D'un côté, il y a nous, les personnes physiques, c'est-à-dire chaque être humain, simple, et de l'autre, il y a des entités un peu plus abstraites créées par le droit lui-même, les personnes morales. Pensez à une entreprise, une association ou même une fondation. Même si elles n'existent que sur le papier, la loi leur donne des cartes. Elles peuvent posséder des biens, signer des contrats, exactement comme nous. Alors quand est-ce que notre vie juridique de joueur commence? On pourrait penser que c'est le jour de notre naissance, mais c'est plus surprenant que ça. Le droit peut accorder des droits à un enfant dès sa conception, par exemple pour qu'il puisse hériter. Il y a juste une condition suspensive, il faut qu'il naisse vivant et viable. La partie commence donc potentiellement avant même le premier souffle et elle ne se termine qu'au tout dernier. On sait maintenant qui sont les joueurs et quelles sortes de cartes ils peuvent avoir. Mais au fait, d'où viennent ces cartes? Elles n'apparaissent pas par magie dans notre jeu. Le droit identifie deux grandes manières de les créer. La première source, c'est ce qu'on appelle l'acte juridique. Tout est dans le mot acte. C'est une action qu'on fait exprès. On manifeste sa volonté dans un but très précis, créer des conséquences juridiques. C'est du 100% intentionnel. L'exemple parfait, c'est le contrat. Quand on signe un contrat pour acheter une voiture, la volonté est limpide des deux côtés. L'un veut la voiture, l'autre veut l'argent. L'objectif même de l'acte, c'est précisément de créer ce droit de propriété et cette obligation de payer. La deuxième source, c'est le fait juridique. Et là, la différence est subtile mais cruciale. Un fait juridique, ça peut être une action volontaire ou un simple événement qui nous arrive. Mais le point clé, c'est que les conséquences juridiques qui en découlent, elles, n'ont pas été voulues. Elles s'appliquent automatiquement, que ça nous plaise ou non. Prenons un exemple tout bête, fêter ses 18 ans. C'est un événement. On ne signe aucun contrat pour devenir majeur. Pourtant, ce jour-là, la loi, de façon totalement automatique, nous donne de nouvelles cartes. Le droit de vote, la capacité de signer des contrats seuls. Les conséquences juridiques nous tombent dessus sans qu'on ait eu à les demander. Parfait! On a donc une main pleine de cartes qui viennent soit d'actes, soit de faits juridiques. Mais comment on évalue cette main? Est-ce qu'un 2 de trèfle a la même valeur qu'un as de cœur? Bien sûr que non. En droit, c'est pareil, toutes les cartes ne se valent pas. Voyons comment on les classe. La toute première distinction, la plus fondamentale, est assez simple. Est-ce que ce droit a une valeur qu'on peut mesurer en argent? Si la réponse est oui, c'est un droit patrimonial. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre richesse, comme une maison ou une créance. Si la réponse est non, c'est un droit extra-patrimonial. Il est lié à notre personne et par principe, il n'a pas de prix. Ces droits extra-patrimoniaux sont tellement attachés à nous qu'ils ont des caractéristiques un peu spéciales. Ils sont incessibles, on ne peut pas vendre son droit de vote. Ils sont intransmissibles, on ne lègue pas son nom de famille dans son testament. Et enfin, ils sont imprescriptibles, on ne perd pas son droit au respect de sa vie privée, même si on ne s'en préoccupe jamais. En gros, ils nous collent à la peau pour la vie. Bon, revenons aux droits qui ont une valeur monétaire, à notre patrimoine. Si on regarde de plus près ce qu'il y a dedans, on voit que ces droits se divisent en trois grandes familles.
Alors, il y a d'abord le droit réel. C'est un pouvoir direct qu'on a sur une chose. Le plus connu, c'est le droit de propriété, sur son téléphone par exemple. Ensuite, il y a le droit personnel. C'est le droit d'exiger quelque chose de quelqu'un. Par exemple, le droit d'exiger le remboursement d'un prêt. Et enfin, le droit intellectuel. C'est le pouvoir qu'on a sur une création de l'esprit, comme les droits d'auteur sur une chanson ou un brevet sur une invention. Pour résumer, les droits subjectifs sont les outils, les cartes que la loi nous donne personnellement pour jouer notre partie dans la société. Savoir qu'on a des atouts en main, c'est la toute première étape, c'est essentiel. Mais la vraie question qui se pose ensuite, c'est comment on fait pour forcer les autres joueurs à respecter notre jeu? Et ça, c'est tout l'enjeu de l'action en justice.